Merci beaucoup, merci à tous. On a décidé d'aborder cette thématique qui n'avait pas encore été abordée au XRDays. C'est assez nouveau. On ne le fait pas juste parce que c'est une tendance ou une mode. On estime que c'est vraiment quelque chose d'important et en lien avec effectivement les déploiements à venir des technologies XR, notamment dans l'industrie. Juste peut-être pour resituer, numérique responsable, qu'est-ce que c'est? Numérique responsable, avant tout, c'est de limiter, de minimiser finalement l'impact des technologies numériques en mettant en place de bonnes pratiques et de maximiser aussi les bénéfices de ces technologies numériques pour la société. Donc c'est pas non plus, attention, un retour en arrière en disant on veut plus de technologie, on revient pas à l'âge de pierre, c'est pas du tout le sujet, mais c'est effectivement d'essayer d'apporter des usages qui sont pertinents, bien pensés, et en ça, voilà, on va essayer à nous trois de vous exprimer un peu ce que l'on fait. Donc on a réuni un panel varié avec effectivement le monde académique, le monde industriel et puis aussi des fournisseurs de technologies comme nous. Mais je vais laisser chacun se présenter peut-être à tour de rôle. Merci Mathieu. Donc, Benoît Deschamps, donc Renault Group. Je suis expert virtual mockup et extended reality. Donc c'est tous les sujets d'imagerie pour l'aide à la conception et on fait le lien avec le design, l'ingénierie, le marketing et le process, hein, le produit, la voiture et puis nos usines. On va aussi utiliser aussi des techno XR. Et ça fait 23 ans que je suis dédié à l'automobile, 10 ans chez le concurrent et puis 13 ans chez Renault sur toutes ces pratiques XR. Bonjour, donc moi je suis Florian Larue, je suis responsable du département système centré sur l'humain au CATI. Alors c'est un département un peu particulier qui mélange en fait tout ce qui est sciences humaines et sociales, donc tout ce qui est ergonomie, psychologie, physiologie, anthropobiologie et l'informatique. L'idée c'est d'arriver à anticiper les problématiques des utilisateurs finaux en amont de la conception pour créer des technos qui soient adaptés justement à l'utilisateur et acceptés. Voilà. Et donc je vais terminer par moi, donc Mathieu Lépine, je suis brand ambassadeur pour la société Immersion. Immersion, donc nous on existe depuis 1994, on est spécialisé depuis 30 ans donc, dans ces technologies donc XR, réalité virtuelle, réalité augmentée. On revend des solutions de réalité virtuelle, on revend donc des dispositifs immersifs, on intègre ces technologies, on développe aussi des applications qui permettent la démocratisation de ces usages au sein des industries, mais également dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Et donc on est basé à Bordeaux, et si je dis ça, c'est parce qu'en fait à Bordeaux notamment, et le CATI également basé à Bordeaux, c'est parce qu'on développe à Bordeaux et en région Nouvelle-Aquitaine un pôle de compétitivité qui a été nouvellement labellisé et qui s'appelle Enter et qui est justement dédié à cette thématique numérique responsable. Donc qui nous concerne tous et un peu plus, on va dire, nous, en région Nouvelle-Aquitaine. Alors oui, on a effectivement lancé le sujet sur le numérique responsable. Je pense que tous, parmi ceux qui sont présents dans cette salle, alors, sont convaincus, ou j'espère vont l'être en venant en tout cas au XRDays, de l'intérêt effectivement des technologies immersives pour l'industrie. Mais aujourd'hui, oui, c'est pas juste la techno pour la techno, on le sait bien, on parle des usages, et il faut penser à avoir des usages pertinents. Alors là, peut-être que je peux laisser d'abord la parole à Florian qui a voulu intervenir. Oui, donc nous sur ce sujet-là, en fait, on travaille beaucoup sur Enfin, pour moi, la difficulté qu'on a aujourd'hui pour passer au numérique responsable, c'est d'avoir des KPI pour évaluer les problématiques justement numérique responsable. Donc, on travaille sur des méthodologies d'usage où on va venir faire des évaluations de performance au niveau de l'utilisateur, et on essaye de recentrer en fait à chaque fois les développements ou les accompagnements qu'on fait avec les entreprises sur les besoins, le juste besoin, enfin ce qui est nécessaire à l'utilisateur. En fait, une des manières d'aborder le numérique responsable, c'est de se dire que il faut maintenant éviter de faire du techno-push, mais pour ça, il faut quand même avoir des méthodes assez validées scientifiquement pour s'assurer qu'en fait, comment dire, la performance, enfin, qu'il y a un intérêt pour l'utilisateur et qu'on va recentrer en fait les développements sur les besoins, quoi. Et juste, alors peut-être nous dans le numérique responsable, il y a une règle qu'on aime bien citer parce qu'elle est très simple, elle est parlante. C'est ce qu'on appelle la règle des 3 U. C'est de créer en fait des solutions qui soient utilisables, utiles et utilisées.
Alors dit comme ça veut dire quoi? C'est-à-dire utilisable, effectivement, c'est toute la notion de design, donc de penser, ce que disait Florian, les solutions pour qu'elles soient bien conçues et qu'elles soient adaptées aux utilisateurs. Utile parce qu'effectivement derrière elles doivent être pertinentes, elles doivent apporter de la valeur ajoutée et donc vraiment un retour sur investissement quand on est notamment dans le domaine de l'industrie. Et utilisé parce qu'il faut malgré tout les accompagner, hein. C'est pas magique les technologies, ça reste des outils. Et donc si on veut pas que ça prenne la poussière, il faut effectivement cet accompagnement qui doit les rendre utiles au quotidien. Je sais que toi, effectivement, Benoît, tu as des cas un peu plus concrets chez Renault notamment. Oui, donc pour illustrer le propos, entre la XR et est-ce que c'est du numérique responsable ou pas, j'ai pris deux exemples qui vont parler à tout le monde, je pense. On a mis en place des solutions de remote assistance pour faire de la formation. On a des centres de R&D qui sont basés en Amérique latine, en Roumanie, en Inde et puis donc en France. Pour ces formations, on avait besoin d'experts qui se déplaçaient localement. On prenait l'avion, puis on restait une semaine en mission, puis on formait les personnes, et puis etc. On a remplacé ça par de la remote assistance, alors soit via des tablettes, de l'HoloLens, différents médias, des applications qui tournent sur du SaaS, sur le cloud. Et la difficulté qu'on va avoir, c'est que si on veut prétendre faire du numérique responsable, il va falloir, comme on disait, évaluer cet impact. Et pour évaluer l'impact, autant c'est assez facile aujourd'hui de dire c'est quoi mon impact, mon bilan carbone quand je prends l'avion, quand j'utilise tel véhicule, etc. Quand on passe à la XR, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on utilise des moyens informatiques, ils ont été produits, ils ont été fabriqués, nous on les achète quelque part, donc la responsabilité nous est plutôt côté fournisseur. On utilise du cloud, donc des zones de stockage, du réseau, de la puissance électrique, etc. Et c'est tout ça qui va faire le bilan carbone et qu'on va pouvoir mettre en comparaison avec le vol. Donc on aurait tendance à dire que oui, cette approche-là, elle a l'air plus éco-responsable, faut-il encore pouvoir la qualifier? Et à l'inverse, on a des sujets où on maîtrise complètement cette information. Donc d'un côté XR, on a différents cas d'usage, réalité virtuelle, réalité augmentée, revue qualité perçue, et puis production d'images de synthèse. Donc nous on appelle ça chez nos groupes de la simulation visuelle. Donc c'est tout ce qui est simulation optique. Donc là l'exemple c'est simulation des sources de lumière, donc l'éclairage de nos faces avant, etc. Où on va faire des boucles de convergence avec nos fournisseurs. C'est une méthode qui est complètement déployée aujourd'hui. On a réduit 2/3 de nos maquettes physiques avec ces approches-là, et on a mis à disposition des moyens qui sont très importants pour aller chercher le niveau de qualité qui va bien. Quand on parlait d'accuracy tout à l'heure sur la présentation précédente, on va aller chercher un niveau de calcul qui permet de coter des défauts d'optique. Donc on a mis à dispo 300 machines sur le cloud, et l'utilisateur, on a tout encapsulé, il a un bouton, et j'ai besoin de faire un livrable pour tel jalon projet véhicule, j'appuie, c'est magique, je reçois mes images. Bon, en 135 heures de calcul. Donc là, je n'ai pas mis les chiffres, mais tous les cloud providers proposent des calculettes maintenant qui permettent d'informer le client sur l'impact économique et environnemental. On parle de tonnes de CO2, on parle de kilo-euros pour faire ces simulations. Donc à partir du moment où on est capable d'avoir cette métrique, nous, on est resté sur une approche, quelle est la valeur des simulations qu'on propose? Donc on est resté sur ce qu'on appelle une approche time to quality. C'est-à-dire qu'on va faire le paramétrage pour conserver un niveau qui permet de remplacer toujours nos maquettes physiques, qui est l'enjeu principal, faire des boucles courtes, mais par contre de réduire le temps de calcul. On n'a rien changé aux outils, aux solutions, c'est purement de l'algorithmie. Donc sur la base de principes d'optique, luminance additive, etc., on a proposé une méthode qui a permis de réduire par 3 le temps de calcul. Et aussi, c'est à chaque fois qu'on nous demande une modification, je prends un cas concret, je vais voir le véhicule dans un studio, je vais voir un véhicule à l'extérieur, potentiellement, il y a des impacts qualité perçus entre l'interaction entre la carrosserie, les éléments qui font de la réflexion dans le bloc optique. Ça demandait des calculs différents parce qu'on changeait le contexte de simulation. Donc on repartait sur 35 heures de calcul. Avec notre approche, il n'y a qu'une partie du calcul qui est réalisée, et voire même il y a des choses qui sont en post-traitement, donc complètement dynamiques. Un fournisseur nous livre un système optique et on n'est pas content du niveau de convergence avec les autres éléments. On va pouvoir travailler sur le résultat de la simulation pour altérer la simulation et faire des contre-propositions aux fournisseurs, sans relancer les 135 heures de calcul qui, du coup, ont un impact important. Alors, du coup, question suivante, oui, comment intégrer la démarche numérique responsable dans les projets? Alors, je peux commencer, mais oui, alors nous, à Immersion,
à la fois sur les aspects développement d'applications, mais également déploiement de salles immersives et de systèmes immersifs. C'est vrai qu'on a intégré depuis maintenant une quinzaine d'années des ingénieurs facteurs humains, des designers d'expérience, justement pour réfléchir au projet avec les clients très en amont. Donc on accepte quasiment, j'allais dire, plus les cahiers des charges. Alors, c'est pas totalement vrai parce qu'il y a quand même des cahiers des charges qui sont bien faits, mais c'est vrai qu'on est venu nous voir parfois avec des cahiers des charges qui étaient très technologiques. Et finalement, les cahiers des charges finissent à la poubelle parce que la démarche, elle était un peu à côté de la plaque et parce qu'il y avait des fausses bonnes idées, il y avait des méconnaissances ou alors de la méprise par rapport aux possibilités technologiques. Donc finalement, on refait un pas en arrière et c'est là où on vient vraiment étudier le besoin, aller voir les opérateurs, par exemple, sur site pour comprendre comment ils font aujourd'hui, ce qui les embête, comment ils aimeraient faire demain, etc. etc. Donc c'est vraiment une démarche oui, qui est finalement pleine de bon sens, mais qui nécessite après oui, des compétences et des ressources qui sont nouvelles dans certaines entreprises. Oui, mais je peux aller que dans ton sens, puisque nous, on travaille sur ces sujets-là. L'idée, c'est vraiment de recentrer, en fait. Enfin, une façon d'intégrer le numérique responsable, c'est de recentrer sur le juste besoin des utilisateurs. Donc bien comprendre comment ils fonctionnent, bien comprendre comment la technologie pourrait être intégrée dans le métier, bien comprendre les problématiques peut-être motrices ou cognitives qu'ils peuvent avoir, bien faire une analyse en fait du fonctionnement de l'utilisateur de manière globale, parce qu'en fait une fois que la techno elle est développée, si on n'a pas pris en compte ces sujets-là, ça devient très difficile en fait de modifier le système parce que ça coûte cher et puis qu'on a investi beaucoup de temps et beaucoup de temps et d'argent. Mais bon, par contre, ça nécessite des compétences. Moi que j'appelle plutôt sciences molles, sciences humaines et sociales, quoi, qui sont pas forcément intégrées dans les entreprises. Et ce que je perçois aussi, c'est que le retour sur investissement est peu perçu en fait. C'est un retour sur investissement sur le moyen ou long terme. Et généralement, on est un peu, enfin, surtout les startups, elles sont stimulées par la levée de fonds et ils sont un peu à la course au retour sur investissement sur le court terme. Et donc, c'est un peu difficile aussi de pouvoir faire matcher et le numérique responsable et les levées de fonds, quoi. Donc, côté Renault Group, on est complètement dans cette démarche. C'est que sur 20 ans d'expérience, il y a forcément eu des échecs de déploiement de techno XR, un peu de frustration, des choses qui démarrent très vite et finalement, confrontées à l'usage, en fait, ça ne fonctionne pas. L'approche, elle est très simple. Elle est d'arrêter d'opposer le numérique et le physique. On est vraiment dans une approche où tout ça, ça doit se combiner. Donc, on parle de Figital, on parle d'inscrire les revues digitales dans les projets comme une revue au physique. Et en fait, ce qu'on va évaluer, c'est l'apport de l'un ou de l'autre. Donc, encore une fois, le physique et le numérique pour faire quelque chose de cohérent. Parce que l'objectif, nous, c'est pas de faire des images, c'est pas faire de l'ASR, c'est de concevoir des voitures les mieux possible pour nos clients. Donc, ce n'est qu'un outil parmi d'autres et pas en opposition avec la partie physique. Donc, ce qu'on va regarder, c'est où sont placées les personnes qui doivent converger. Donc, comme j'ai dit, on a plusieurs centres de design. Le fait que des personnes soient à l'autre bout de la planète, ça impacte sur le choix des solutions, physiques ou numériques, et là l'XR peut amener des choses. Le délai pour pouvoir proposer des itérations, parce qu'on est challengé par de nouveaux entrants, et aujourd'hui, construire une voiture, il faut qu'on réduise nos temps de conception, on parle de boucles courtes. Alors il y a les convergences métiers déjà en interne, mais en plus, il faut qu'on arrive à des solutions rapidement. L'impact des simulations ou du prototypage physique, que ce soit financier ou carbone, et puis un niveau de maturité. C'est-à-dire que chez Renault, on s'est mis une règle, on fait une cotation qui est de 0 à 5, qui permet de qualifier jusqu'où on est capable d'aller en termes de décision sur un support numérique. Et avec ça, le métier il part avec une charte de confiance et il sait que soit il va pouvoir faire des itérations en numérique et prototyper au dernier moment ou converger sur son prototypage physique, soit remplacer complètement le physique. Et ça évite du rejet. On met en place des solutions qui peuvent avoir un impact important financier, etc. Et qui garantit la pérennité des solutions qu'on met en place. Et ensuite, côté XR, on a deux approches. Soit on veut être à la place du client. Donc là, c'est tout ce qui est interactivité, réalité virtuelle, réalité augmentée, comme vous pouvez le voir sur le démonstrateur de Ravière.
Et puis une approche, est-ce que le défaut qu'on va qualifier ou ce qu'on va évaluer est cohérent avec la réalité? Donc là, on est plus sur une approche physiquement correcte. Et on essaie de faire converger les deux mondes. Et ça, c'est la roadmap. Et on va choisir la techno en fonction de jusqu'où on veut aller, soit supprimer complètement le support, soit les itérations. Et l'autre coût aussi, c'est faire du numérique demande de la matière première. Et c'est un coût aussi. Donc ça rentre aussi dans l'évaluation du process. On peut avoir une banque de données de véhicules, mais pour préparer ces véhicules, on a utilisé des machines pour les convertir. Et ça, c'est un process qui prend du temps et qui a un impact aussi environnemental. Et justement, donc pour continuer, oui, que savons-nous aujourd'hui de l'impact sociétal et environnemental des technologies XR? Alors quand on a commencé à discuter un peu autour de ce sujet avec mes collègues, Florian notamment, tu avais évoqué tous les sujets autour de la santé, les problèmes autour des casques par rapport au système oculaire. Peut-être que tu avais quelques sujets là-dessus. Ouais. Ouais, ben, ça va un petit peu dans ce que je dis. Il faut bien étudier le fonctionnement de l'humain en amont pour savoir comment on peut intégrer ces technos. Et en fait, il y a quand même pas mal de problématiques avec les technologies de réalité virtuelle, notamment, vous avez des gens qui ne perçoivent pas la stéréoscopie, donc ne perçoivent pas la 3D. Donc déjà, ces personnes-là, il faut trouver des alternatives. En tout cas, il faut le savoir en amont pour trouver des alternatives pour qu'ils puissent avoir les mêmes technologies et les mêmes performances. Vous avez des personnes qui ont des problèmes d'oreille interne, vous avez des personnes qui ont le mal des simulateurs, et c'est très difficile en fait d'y pallier. Vous avez des personnes les personnes qui ont des troubles de la cognition spatiale vont avoir aussi du mal à se déplacer dans un environnement ou à interagir. Mais en fait, tout ça, il faut vraiment bien comprendre comment la XR vient impacter le fonctionnement humain, qu'il soit psychologique, physiologique, pour anticiper ces problématiques et pas se retrouver en fait à la fin avec un développement qui sera pas utilisable parce que pas adapté aux capacités de l'utilisateur final, quoi. Ouais, moi, je rajouterais la remarque que j'ai fait un peu en introduction, c'est que sur l'impact, lorsqu'on est en position plutôt du client et de l'usage, on va se retourner vers nos fournisseurs, que ce soit les cloud providers, Immersion et d'autres acteurs, pour nous alimenter avec l'information, pour que nous, on puisse le prendre en compte lorsqu'on parle d'entreprise avec un impact zéro émission à un terme donné. Il y a ce qu'on produit, donc nous, c'est les voitures. Mais il y a aussi comment on les produit et l'impact de tous les outils qu'on peut utiliser pendant cette chaîne de conception. C'est global, ce n'est pas uniquement le livrable à la fin qu'on va traiter. Alors, juste pour illustrer, ce qu'il faut comprendre effectivement, alors là c'est très, ce que vous avez comme statistique, c'est très très générique. Hein. On voit sur ce schéma, sur ce diagramme, que l'impact en fait du numérique aujourd'hui, c'est quand même à 80% lié au matériel, au dispositif électronique. Donc dans le domaine de la XR, ça va être notamment le déploiement des casques de réalité virtuelle, etc. Et donc le 20% restant, ce sont les data centers. Alors le sujet des données reste non négligeable, mais effectivement, ça pose quand même des questions sur le déploiement de dispositifs et de systèmes à grande échelle. Et c'est là où il ne faut pas non plus tomber nécessairement dans la course à l'armement et vouloir déployer des systèmes sans qu'il y ait forcément un jugement pertinent de leur usage derrière. Nous, en tant que fournisseurs de dispositifs technologiques, on a aussi notre responsabilité effectivement à avoir sur les systèmes qu'on va délivrer. Et justement, c'est là où on doit accompagner pour fournir le bon système qui convient au bon usage et pas forcément faire de la surqualité ou déployer des systèmes qui n'ont pas de pertinence. Deuxième slide, ça c'est peut-être pour que vous récupériez aussi les infos. Il y a quand même des sujets qui ont été déjà traités. Alors vous avez le rapport de l'ANSES notamment qui fait écho à ce que disait Florian tout à l'heure. Il y a également le CEPIR donc, qui a travaillé, donc cas d'étude pour un immersif responsable, qui a travaillé sur le sujet et qui possède des données aussi qui sont intéressantes si vous voulez aller un peu plus loin. Et sur le numérique responsable d'une manière générale, je vous invite aussi à aller voir tout ce que produit l'Institut numérique responsable, donc qui est basé et qui est hébergé par l'Université de La Rochelle notamment. Donc on continue donc, du coup parce que j'en ai parlé, alors on parlait du matériel, mais c'est vrai que quand même il y a des choses à faire sur l'usage et sur les données. Donc quelles pratiques adopter pour l'utilisation des données? Je crois que toi, Florian, tu avais aussi des exemples sur l'intelligence artificielle notamment. Ouais, alors
je pense qu'il faut pareil. Enfin, on est toujours à la course à la récupération des données. Aujourd'hui, en fait, on ne sait pas quoi en faire. Et alors, il y a des études aussi qui montrent que c'est sur les algorithmes de big data ou deep learning, plus vous avez de données en fait, et plus votre système il est moins performant. Donc en fait, retravailler la data. Et c'est exactement ce qu'on veut faire avec les data en amont et sélectionner les données, c'est déjà une façon d'intégrer le numérique responsable dans le développement. J'avais un autre exemple aussi sur l'IA qui est assez intéressant. J'ai bossé dans une autre boîte là où on a accompagné une boîte qui faisait de l'IA, qui faisait de la maintenance prédictive. Je ne peux pas vous donner le nom, mais voilà, le système répondait très bien à 95% de bonnes réponses, quoi. Et donc on fait tester aux utilisateurs. L'utilisateur est super content, ça marche, voilà. Et puis la personne, enfin le patron me dit, ouais, ben, je voudrais que le système il arrive à 99%. Bon, il développe son système. Je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Il développe son système, 99%. La techno, elle est nickel. Il claque à peu près 100 000 euros pour le développer. Et on fait tester un an après. L'utilisateur ne voit pas du tout la différence. Donc finalement, là, en étant à la course à la techno, il a investi du temps, de l'argent, des ressources matérielles et des ressources écologiques qu'il aurait pu réinvestir ailleurs. Et je pense qu'il y a aussi ce changement de paradigme à avoir, c'est de se dire qu'il faut qu'on ait un usage et que l'utilisateur perçoive quelque chose de ce qui va être développé. Alors, après, plus pour se rattacher aussi à la XR, aussi à ce qu'on a, nous, l'habitude en tant qu'utilisateur de connaître, et peut-être un poil technique, mais c'est comment est-ce qu'on peut aussi consommer moins de ressources et faire moins de calculs pour afficher des images. Alors, en XR, il y a ce qu'on appelle le rendu fovéal, par exemple. Rendu fovéal, en gros, c'est je mets toute la puissance de calcul sur ce que, voilà, dans ce que je vois, et ce qui est dans ma vision périphérique, finalement, je le traite moins, pour faire simple. Et donc ce rendu fovéal, bah, certains ont réussi à faire des tests qui vont prouver que ça permettait de consommer jusqu'à 30 à 60% de ressources en moins. Donc c'est pas négligeable aussi. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui permettent aussi d'améliorer justement bah, la puissance, enfin comment dire, la puissance de calcul nécessaire pour des applications. Euh, on pourra en citer d'autres des exemples, mais toi tu as une démarche chez Renault sur l'OpenUSD aussi autour des data. Oui. Peut-être avant, je vais rebondir sur ta remarque. Tout à l'heure, je parlais des moyens de calcul qu'on met à disposition d'un utilisateur. En fait, on a aussi un travail, nous, en interne, à faire savoir l'impact ou justement les outils, qu'est-ce qu'ils consomment derrière, que ce soit financier, environnemental. Je prends un exemple super concret avec 300 machines de calcul. Un utilisateur, il se dit, plus j'en mets, plus ça va aller vite. Mais en fait, un cluster de cette dimension, si on a des calculs qui sont très simples, donc on enlève la simulation optique, on fait du rendu extérieur, jeu à affleurement, etc. Les calculs sur ce type de cluster, c'est des secondes. Par contre, l'initialisation de 300 machines pour distribuer la data va être plus long que le calcul. Donc en fait, on a été obligé aussi, de quelque part, de vulgariser un petit peu la techno, d'expliquer aux utilisateurs, OK, on a tout encapsulé, vous avez juste un bouton, ça c'est bien. Parce que lui, il voit ce côté simple, presse bouton, je récupère mes datas dans les temps. Sauf qu'en fait, on a été obligé de lui démontrer que d'utiliser 300 machines ou 60 machines, bah pour lui, ça ne changeait rien. Il avait le résultat en temps et en heure, sauf qu'on avait passé moins de temps à faire l'initialisation de la distribution que faire du calcul. Et donc du coup, on a aussi cette responsabilité quelque part dans le déploiement des solutions, bah, d'expliquer qu'il n'y a pas de magie, il y a des moyens derrière et qu'il faut les optimiser. Donc sur la data, sur l'OpenUSD, c'est vraiment une opportunité pour nous de minimiser le nombre de maquettes qu'on stocke. Sur nos sujets, en fait, on est déployé donc côté design pour la valorisation des différents styles et produits qu'on veut proposer. Dans la phase ingénierie, on est en phase de convergence et de production de nos maquettes, donc l'aide à la conception. Process, on intègre les véhicules dans nos flux d'usine pour optimiser nos flux. Et puis marketing, on veut vendre nos véhicules, on produit des images. C'est des milliers d'images, de films, de 3D. Et aujourd'hui, il y a un truc qui est clair, c'est que la donnée d'entrée, c'est le modèle, ce qu'on appelle la VMU, la Virtual Mockup, c'est le modèle 3D. Ben, on en a en parallèle, au même jalon, parce qu'on n'est pas sur les mêmes outils, ou parce qu'on bosse avec des sociétés extérieures.
Et il n'y a pas que la donnée 3D. Il y a le fait que si on travaille avec une agence extérieure, elle va refaire la préparation de données, le maillage, l'UV mapping, tout ce qu'on a vu à la présentation précédente. Et ça aussi, c'est un impact. C'est du temps, de la ressource machine. Et derrière, on refait le travail. Donc en plus, pour nous, des impacts délais qui sont importants. Et l'USD, c'est vraiment le moyen d'unifier une seule maquette qui va au-delà de la 3D. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est on va vraiment pousser une scène. Donc une scène, pour nous, c'est la scénarisation, donc la diversité, les animations. Aujourd'hui, il y a des personnes qui conçoivent les animations des ouvrants dans notre PLM. Pourquoi on la refait dans les outils numériques? L'idée, c'est on veut la transcrire en USD et que la personne qui arrive dans ces outils de revue, il ne soit pas là en train de reconcevoir une animation qui est déjà stockée quelque part et déjà disponible. Et ça, on peut l'étendre à tous les sujets. Ça peut être la configuration commerciale. On a des systèmes d'information qui gèrent la configuration de nos véhicules. Pourquoi on réinvente des outils ou des standards pour échanger? Donc nous, c'est vraiment une opportunité d'avoir un pipeline qui est complètement agnostique des solutions logicielles. Ça, c'est une pérennité aussi sur nos données à long terme, parce que dans 10 ans, on sera capable de lire encore ce format open source, ce qui peut être pas évident si on change d'éditeur ou autre. Et donc, c'est un enjeu en termes de stockage des données, de véracité de l'information et de justesse de l'information. Si je lance un calcul de 135 heures et que mon matériau que j'ai appliqué n'est pas le bon, parce que j'ai tout fait à la main, et ben, on a perdu ça en coût et on a eu un impact en plus qui est important. Allez, donc, dernière question de la présentation. Comment rendre ces technologies accessibles à tous et inclusives? Je sais qu'au CATI, notamment, il y a une plateforme qui existe. Ouais, alors j'ai un peu me répéter, hein, mais alors la VR inclusive et accessible à tous, c'est compliqué, vu ce que je viens de dire, en fait, c'est qu'il y a des problématiques physiologiques, cognitives à bien comprendre. Mais déjà, faire ces études en amont, encore une fois, ça permet d'anticiper en fait ces problèmes et d'avoir une techno quand même qui soit assez générique et adaptée. Au CATI, on a une plateforme qui s'appelle Pitch. C'est une plateforme d'évaluation cognitive et comportementale pour l'humain. C'est une plateforme gratuite, en gros, qui vient aider les entreprises à prendre en compte toutes ces problématiques, problématiques d'usage, problématiques de conception, réorientation des développements. En gros, c'est une grosse base de données, de protocoles expérimentaux validés scientifiquement que nous, on utilise dans tous nos projets et qu'on met à disposition gratuitement des entreprises pour qu'elles puissent intégrer la conception centrée utilisateur, le facteur humain, dans leur démarche et sans avoir besoin de toutes les compétences nécessaires pour intégrer tout ça. En gros, je ne sais pas, vous voulez faire une évaluation d'un système d'apprentissage ou un système de formation numérique, vous allez sur la plateforme, vous tapez les mots-clés et le système va vous sortir tous les protocoles ou tous les outils ou tous les tests qu'on a mis en place, qu'on a déjà utilisés. Vous pouvez faire passer les expérimentations et récupérer vos données et avoir déjà des premiers retours sur la validation de performance de votre développement numérique. Alors, je sais que nous, de notre côté, en fait, on travaille justement sur des outils qui permettent de rendre plus facilement accessible, notamment la XR. Ça passe par plein de choses. En fait, ça passe par des interfaces qui sont bien pensées, des interfaces les plus simples possibles. Et notamment, c'est aussi pour des trucs très concrets. Donc, la plateforme sharing qu'on développe, qui permet d'interconnecter des systèmes entre eux pour faciliter la collaboration, bah, c'est de limiter typiquement le texte un maximum. Donc, passer par de l'iconographie qui soit la plus sensée, la plus compréhensible. Enfin voilà, c'est tout un travail de design autour de l'interface utilisateur, ce qui peut paraître assez évident, mais qui demande beaucoup de temps et beaucoup de retours utilisateurs pour arriver à quelque chose qui soit le plus pertinent possible. Nous, c'est principalement notre axe, effectivement, c'est comment est-ce qu'on va faire aussi en sorte que aller vers la XR, ça doit s'adresser à tout le monde et pas qu'aux technologues aussi. Donc c'est comment est-ce que j'embarque les gens des métiers pour qu'ils puissent effectivement mettre un casque sur la tête, mais qu'ils soient aussi accompagnés par des gens qui n'ont pas envie d'avoir des casques sur la tête, par des gens qui veulent travailler à distance, etc., etc. Donc simplifier vraiment tous ces usages pour les rendre les plus, encore une fois, inclusifs possibles. Donc, clairement, côté Renault Group, on est sur la même approche, hein, simplicité, immersivité et sécurité. En fait, c'est pour éviter à la fois le rejet
des approches XR, parce qu'il y a une adaptation et il y a un humain derrière et qui peut être à l'aise ou pas avec ce type de techno. Simplicité, alors pas si simple que ça à mettre en place, parce que si vous avez vu le démonstrateur qui est au XRD, c'est pas juste un casque sur la tête d'un utilisateur, c'est un casque, des capteurs, un conformateur pour garantir qu'on est en bonne position de conduite, etc. Et tout ça rend l'objet complexe, plus l'interface avec les logiciels. Et on a bien conscience de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire qu'on va étendre et déployer des cases de réalité virtuelle sur chaque poste de modeler, on en est très très loin. Et on sait que sur certains cas d'usage, c'est pas possible. Quand on a un objet complexe comme ça, c'est 2-3 plateformes avec une personne qui maîtrise complètement l'outil et qui va accompagner la séance pour garantir que ça se passe bien, que tout soit correct. Si on parle d'immersivité, pareil sur le démonstrateur, sur l'incarnation, lorsque vous faites une revue d'un projet véhicule, c'est pas très important de se voir. Si vous faites une revue en collaboratif, là, ça devient important de voir votre collaborateur qui est peut-être sur un autre site, mais il est en train de parler de quelque chose, il est peut-être sur un point de vue différent, et là, vous allez voir un avatar. Mais sa représentation physique, si elle est approximative, c'est pas gênant. Si vous faites de l'évaluation ergonomique, je vais atteindre mon volant, je vais atteindre un bouton, je vais avoir conscience de l'espace que je prends dans le véhicule, et bien là, une incarnation complète est importante. Et donc, on doit faire l'effort pour couvrir le besoin. Et puis en plus, l'effet de bord, c'est que ça va aider aussi à contourner peut-être des problématiques d'optique du casque ou autre. La personne, en se voyant, va corriger naturellement des approximations pour faire le lien avec la présentation de début de matinée. Et puis au niveau sécurité, on a déployé des fiches de poste qui permettent aussi aux personnes qui sont plus sur des éléments autonomes de comprendre, vous avez un casque de réalité virtuelle, il y a des parties optiques, il faut éviter de mettre les doigts dessus, il faut faire attention à l'objet qui peut être fragile, à sa connectique, et puis son usage. L'usage, on a des précaux qui sont diffusés, limiter des séances à temps pour éviter d'être malade, éviter de prendre la voiture directement après une séance parce que vous avez des soucis avec l'oreille interne et du coup on pourrait mettre en danger potentiellement une personne qui aurait fait une expérience trop longue. Et puis comment on équipe le plan de travail, c'est-à-dire un casque, vous avez un câble, vous avez un lien avec une machine, même si aujourd'hui avec de la réalité mixte et autres, on est capable de faire des transitions un peu plus smooth entre le monde VR et puis l'environnement de travail, mais on doit le prendre en compte pour garantir l'adoption de ce type de techno dans un grand groupe. Tu viens de me faire penser à quelque chose, c'est que en fait, ça va dans ce que tu dis. Hein. Sur le stand, on a un stand là au CATI. En fait, on travaille sur les niveaux d'immersion nécessaires pour faire des activités de conduite. Pour être numérique responsable, il y a aussi cette approche-là où il faut savoir. Il y a des fois où on sort on balance des usines à gaz en fait technologiques qui coûtent une blinde et qui n'apportent rien à l'utilisateur final. Là, c'est exactement ce qu'on travaille via ce simulateur-là, c'est de se dire est-ce que finalement on a besoin d'un casque, est-ce qu'on a besoin d'un grand écran, est-ce qu'on a besoin de simuler du vent, est-ce qu'on a besoin d'avoir de la vibration et on essaie de voir si c'est bénéfique ou pas pour l'utilisateur. Voilà. Donc il y a aussi on a souvent une approche très techno où on pense que plus on est immergé et plus on est performant, et c'est pas forcément vrai. Il y a des fois où plus on est immergé et moins on fait attention. Donc voilà, avoir aussi, on cherche à diffuser un petit peu ces bonnes pratiques et des KPI aux entreprises pour qu'elles arrêtent aussi d'aller à la course à la technologie alors que ça n'a pas d'intérêt pour l'utilisateur final, quoi. Merci Florian. Alors du coup, on va conclure. Un mot rapide, parce qu'il nous reste finalement 5 minutes, et avant de passer éventuellement aux questions. Oui, en synthèse, moi je rappellerais que dans un secteur automobile, on est très challengé. Il n'y a pas une semaine où il y a un article sur l'électrique, pas l'électrique, etc. Donc on a des enjeux, nous, sur notre produit et son impact environnemental. Mais dans la synthèse, il ne faut pas oublier que pour concevoir ces véhicules, on a aussi un impact. Et on l'a clairement pris en compte. Aujourd'hui, l'usine de Flins est en train de se transformer pour faire du recyclage, donc donner une seconde vie à nos pièces, à nos batteries, etc. Et pas forcément appliqué qu'à l'automobile. Ça peut être des batteries en seconde vie qui servent à faire de la domotique ou autre. Il y a plein d'approches qui sont en cours et on le prend en charge, c'est-à-dire qu'on transforme les centres de compétences, nos employés, les usines éventuellement,
pour ce genre de sujet. Et puis sur la partie XR, de plus en plus, on a des outils qui vont nous permettre de mesurer, de suivre les KPI justement sur quel est l'impact de ce qu'on déploie. Et la responsabilité qu'on a, c'est de savoir les mesurer, les communiquer et les challenger par rapport au process potentiellement qu'on a remplacé au physique. Oui, ben, pour conclure, moi, je pense qu'il faut qu'on change un peu les démarches de conception, en fait. Et encore une fois, je redis encore la même chose, mais avoir une vision de ce que la technologie va apporter et bénéficier à l'utilisateur, ça fait partie déjà du numérique responsable, en fait, cette démarche de conception centrée utilisateur. Merci. Alors, puis nous, en tant que fournisseur, on n'a pas forcément la place la plus simple parce qu'effectivement, ça veut dire quoi le numérique responsable? C'est-à-dire qu'on va vendre moins. Alors nous, notre objectif, et moi en tant que justement en charge de la démarche RSE au sein d'Immersion et notamment du marketing, c'est pas l'idée, c'est de vendre mieux. C'est pas nécessairement de vendre plus, d'être plus vertueux. C'est quand même ce qu'on essaye d'obtenir et de faire en sorte, au-delà de ces valeurs, d'être plus performant, quoi, en fait. Alors, on a terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, merci pour votre attention.